Saint-Loup devait être à peine dans le train que je me croisais dans mon antichambre avec Bloch, que je n'avais pas entendu sonner, de sorte que force me fut de le recevoir un instant. Il m'avait dernièrement rencontré avec Albertine, qu'il connaissait de Balbec, un jour où elle était de mauvaise humeur. « J'ai dîné avec monsieur Bontemps, me dit-il, et comme j'ai une certaine influence sur lui, je lui ai dit que je m'étais attristé que sa nièce ne fût pas plus gentille avec toi, qu'il fallait qu'il lui adressât des prières en ce sens. » J'étouffais de colère. Ces prières et ces plaintes détruisaient tout l'effet de la démarche de Saint-Loup et me mettaient directement en cause auprès d'Albertine, que j'avais l'air d'implorer. Pour comble de malheur, Françoise, restée dans l'antichambre, entendit tout cela. Je fis tous les reproches possibles à Bloch, lui disant que je ne l'avais nullement chargé d'une telle commission, et que du reste, le fait était faux. Bloch, à partir de ce moment-là, ne cessa plus de sourire, moins je crois de joie que de gêne de m'avoir contrarié. Il s'étonnait en riant de soulever une telle colère. Peut-être le disait-il pour ôter à mes yeux de l'importance à son indiscrète démarche, peut-être parce qu'il était d'un caractère lâche et vivant gaiement et paresseusement dans les mensonges, comme les méduses à fleur d'eau, peut-être parce que même eût-il été d'une autre race d'hommes, les autres, ne pouvant se placer au même point de vue que nous, ne comprennent pas l'importance du mal que les paroles dites au hasard peuvent nous faire. Je venais de le mettre à la porte, ne trouvant aucun remède à apporter à ce qu'il avait fait, quand on sonna de nouveau, et Françoise me remit une convocation chez le chef de la sûreté. Les parents de la petite fille que j'avais amenée une heure chez moi avaient voulu déposer contre moi une plainte en détournement de mineur. Il y a des moments de la vie où une sorte de beauté naît de la multiplicité des ennuis qui nous assaillent, entrecroisés comme des leitmotifs wagnériens, de la notion aussi émergente alors que les événements ne sont pas situés dans l'ensemble des reflets peints dans le pauvre petit miroir que porte devant elle l'intelligence et qu'elle appelle l'avenir, qu'ils sont en dehors et surgissent aussi brusquement que quelqu'un qui vient constater un flagrant délit. Déjà laissé à lui-même, un événement se modifie, soit que l'échec nous l'amplifie, ou que la satisfaction le réduise, mais il est rarement seul. Les sentiments excités par chacun se contrarient, et c'est dans une certaine mesure, comme je l'éprouvais en allant chez le chef de la sûreté, un révulsif au moins momentané et assez agissant des tristesses sentimentales que la peur. Je trouvai à la sûreté les parents qui m'insultèrent en me disant « Nous ne mangeons pas de ce pain-là », me rendirent les 500 francs que je ne voulais pas reprendre, et le chef de la sûreté, qui se proposant comme inimitable exemple la facilité des présidents d'assises à repartie, prélevait un mot de chaque phrase que je disais, mot qui lui servait à en faire une spirituelle et accablante réponse. De mon innocence dans le fait, il ne fut même pas question, car c'est la seule hypothèse que personne ne voulut admettre un instant. Néanmoins, les difficultés de l'inculpation firent que je m'en tirai avec un savon extrêmement violent, tant que les parents furent là. Mais dès qu'ils furent partis, le chef de la sûreté, qui aimait les petites filles, changea de ton et me réprimanda comme un compère. Une autre fois, il faut être plus adroit, dame, on ne fait pas des levages aussi brusquement que ça, ou ça rate. D'ailleurs, vous trouverez partout des petites filles mieux que celle-là, et pour bien moins cher. La somme était follement exagérée. Je sentais tellement qu'il ne me comprendrait pas si j'essayais de lui expliquer la vérité,
que je profitai sans mot dire de la permission qu'il me donna de me retirer. Tous les passants, jusqu'à ce que je fusse rentré, me parurent des inspecteurs chargés d'épier mes faits et gestes. Mais ce leitmotiv-là, de même que celui de la colère contre Bloch, s'éteignirent pour ne plus laisser place qu'à celui du départ d'Albertine. Or, celui-là reprenait, mais sur un mode presque joyeux depuis que Saint-Loup était parti, depuis qu'il s'était chargé d'aller voir madame Bontemps. Mes souffrances avaient été dispersées. Je croyais que c'était pour avoir agi. Je le croyais de bonne foi, car on ne sait jamais ce qui se cache dans notre âme. Au fond, ce qui me rendait heureux, ce n'était pas de m'être déchargé de mes indécisions sur Saint-Loup comme je le croyais. Je ne me trompais pas du reste absolument. Le spécifique pour guérir un événement malheureux, les 3/4 des événements le sont, c'est une décision, car elle a pour effet, par un brusque renversement de nos pensées, d'interrompre le flux de celles qui viennent de l'événement passé et en prolonge la vibration, de le briser par un flux inverse de pensées inverses, venues du dehors, de l'avenir. Mais ces pensées nouvelles nous sont surtout bienfaisantes, et c'était le cas pour celles qui m'assiégeaient en ce moment, quand du fond de cet avenir, c'est une espérance qu'elle nous apporte. Ce qui au fond me rendait si heureux, c'était la certitude secrète que la mission de Saint-Loup ne pouvant échouer, Albertine ne pouvait manquer de revenir. Je le compris, car n'ayant pas reçu dès le premier jour de réponse de Saint-Loup, je recommençais à souffrir. Ma décision, ma remise à lui de mes pleins pouvoirs, n'était donc pas la cause de ma joie qui sans cela eût duré, mais la réussite est sûre que j'avais pensée quand je disais « advienne que pourra ». Et la pensée, éveillée par son retard qu'en effet autre chose que la réussite pouvait advenir, m'était si odieuse que j'avais perdu ma gaieté. C'est en réalité notre prévision, notre espérance d'événements heureux qui nous gonfle d'une joie que nous attribuons à d'autres causes et qui cesse pour nous laisser retomber dans le chagrin si nous ne sommes plus si assurés que ce que nous désirons se réalisera. C'est toujours cette invisible croyance qui soutient l'édifice de notre monde sensitif et privé de quoi il chancelle. Nous avons vu qu'elle faisait pour nous la valeur ou la nullité des êtres, l'ivresse ou l'ennui de les voir. Elle fait de même la possibilité de supporter un chagrin qui nous semble médiocre simplement parce que nous sommes persuadés qu'il va y être mis fin, ou son brusque agrandissement, jusqu'à ce qu'une présence vaille autant, parfois même plus que notre vie. Une chose du reste acheva de rendre ma douleur au cœur aussi aiguë qu'elle avait été la première minute, et qu'il faut bien avouer qu'elle n'était plus. Ce fut de relire une phrase de la lettre d'Albertine. Nous avons beau aimer les êtres, la souffrance de les perdre, quand dans l'isolement nous ne sommes plus qu'en face d'elles, à qui notre esprit donne dans une certaine mesure la forme qu'il veut, cette souffrance est supportable et différente de celle moins humaine, moins nôtre, aussi imprévue et bizarre qu'un accident dans le monde moral, dans la région du cœur, qui a pour cause moins directement les êtres eux-mêmes que la façon dont nous avons appris que nous ne les verrions plus. Albertine, je pouvais penser à elle en pleurant doucement, en acceptant de ne pas plus la voir ce soir qu'hier. Mais relire, ma décision est irrévocable.
c'était autre chose. C'était comme prendre un médicament dangereux qui m'y donnait une crise cardiaque à laquelle on ne peut pas survivre. Il y a dans les choses, dans les événements, dans les lettres de rupture, un péril particulier qui amplifie et dénature la douleur, même que les êtres peuvent nous causer. Mais cette souffrance dura peu. J'étais malgré tout si sûre du succès de l'habileté de Saint-Loup, le retour d'Albertine me paraissait une chose si certaine que je me demandais si j'avais eu raison de le souhaiter. Pourtant, je m'en réjouissais. Malheureusement pour moi qui croyais l'affaire de la sûreté finie, Françoise vint m'annoncer qu'un inspecteur était venu s'informer si je n'avais pas l'habitude d'avoir des jeunes filles chez moi, que le concierge, croyant qu'on parlait d'Albertine, avait répondu que si, et que depuis ce moment, la maison semblait surveillée. Dès lors, il me serait à jamais impossible de faire venir une petite fille dans mes chagrins pour me consoler, sans risquer d'avoir la honte devant elle qu'un inspecteur surgît et qu'elle me prit pour un malfaiteur. Et du même coup, je compris combien on vit plus pour certains rêves qu'on ne croit, car cette impossibilité de bercer jamais une petite fille me parut ôter à la vie toute valeur. Mais de plus, je compris combien il est compréhensible que les gens aisément refusent la fortune et risquent la mort, alors qu'on se figure que l'intérêt et la peur de mourir mènent le monde. Car si j'avais pensé que même une petite fille inconnue pût avoir, par l'arrivée d'un homme de la police, une idée honteuse de moi, combien j'aurais mieux aimé me tuer. Il n'y avait même pas de comparaison possible entre les deux souffrances. Or, dans la vie, les gens ne réfléchissent jamais que ceux à qui ils offrent de l'argent, qu'ils menacent de mort, peuvent avoir une maîtresse ou même simplement un camarade à l'estime de qui ils tiennent, même si ce n'est pas à la leur propre. Mais tout à coup, par une confusion dont je ne m'avisais pas, je ne songeais pas, en effet, qu'Albertine, étant majeure, pouvait habiter chez moi et même être ma maîtresse. Il me sembla que le détournement de mineure pouvait s'appliquer aussi à Albertine. Alors la vie me parut barrée de tous les côtés, et en pensant que je n'avais pas vécu chastement avec elle, je trouvais, dans la punition qui m'était infligée pour avoir forcé une petite fille inconnue à accepter de l'argent, cette relation qui existe presque toujours dans les châtiments humains et qui fait qu'il n'y a presque jamais ni condamnation juste, ni erreur judiciaire, mais une espèce d'harmonie entre l'idée fausse que se fait le juge d'un acte innocent et les faits coupables qu'il a ignorés. Mais alors, en pensant que le retour d'Albertine pouvait amener pour moi une condamnation infamante qui me dégraderait à ses yeux et peut-être lui ferait à elle-même un tort qu'elle ne me pardonnerait pas, je cessai de souhaiter ce retour. Il m'épouvanta. J'aurais voulu lui télégraphier de ne pas revenir. Et, aussitôt, noyant tout le reste, le désir passionné qu'elle revînt m'envahit. C'est qu'ayant envisagé un instant la possibilité de lui dire de ne pas revenir et de vivre sans elle, tout d'un coup je me sentis au contraire prêt à sacrifier tous les voyages, tous les plaisirs, tous les travaux pour qu'Albertine revînt. Ah, combien mon amour pour Albertine, dont j'avais cru que je pourrais prévoir le destin d'après celui que j'avais eu pour Gilberte, s'était développé en parfait contraste avec ce dernier. Combien rester sans la voir m'était impossible.
et pour chaque acte, même le plus minime, mais qui baignait auparavant dans l'atmosphère heureuse qu'était la présence d'Albertine, il me fallait chaque fois, à nouveau frais, avec la même douleur, recommencer l'apprentissage de la séparation. Puis la concurrence des autres formes de la vie rejeta dans l'ombre cette nouvelle douleur. Et pendant ces jours-là, qui furent les premiers du printemps, j'eus même, en attendant que Saint-Loup pût voir madame Bontemps, à imaginer Venise et de belles femmes inconnues, quelques moments de calme agréable. Dès que je m'en aperçus, je sentis en moi une terreur panique. Ce calme que je venais de goûter, c'était la première apparition de cette grande force intermittente qui allait lutter en moi contre la douleur, contre l'amour, et finirait par en avoir raison. Ce dont je venais d'avoir l'avant-goût et d'apprendre le présage, c'était pour un instant seulement ce qui plus tard serait chez moi un état permanent, une vie où je ne pourrais plus souffrir pour Albertine, où je ne l'aimerais plus. Et mon amour, qui venait de reconnaître le seul ennemi par lequel il put être vaincu, l'oubli, se mit à frémir comme un lion qui, dans la cage où on l'a enfermé, a aperçu tout d'un coup le serpent python qui le dévorera. Je pensais tout le temps à Albertine. Et jamais Françoise, en entrant dans ma chambre, ne me disait assez vite « il n'y a pas de lettre » pour abréger l'angoisse. Mais de temps en temps, je parvenais, en faisant passer tel ou tel courant d'idées au travers de mon chagrin, à renouveler, à aérer un peu l'atmosphère viciée de mon cœur. Mais le soir, si je parvenais à m'endormir, alors c'était comme si le souvenir d'Albertine avait été le médicament qui m'avait procuré le sommeil, et dont l'influence, en cessant, m'éveillerait. Je pensais tout le temps à Albertine en dormant. C'était un sommeil spécial à elle qu'elle me donnait et où, du reste, je n'aurais plus été libre comme pendant la veille de penser à autre chose. Le sommeil, son souvenir, c'étaient les deux substances mêlées qu'on nous fait prendre à la fois pour dormir. Réveillée du reste, ma souffrance allait en augmentant chaque jour au lieu de diminuer. Non que l'oubli n'accomplît son œuvre, mais la même. Il favorisait l'idéalisation de l'image regrettée et par là l'assimilation de ma souffrance initiale à d'autres souffrances analogues qui la renforçaient. Encore cette image était-elle supportable. Mais si tout d'un coup je pensais à sa chambre où le lit restait vide, à son piano, à son automobile, je perdais toute force. Je fermais les yeux. J'inclinais ma tête sur l'épaule comme ceux qui vont défaillir. Le bruit des portes me faisait presque aussi mal parce que ce n'était pas elles qui les ouvraient. Quand il put y avoir un télégramme de Saint-Loup, je n'osais pas demander « Est-ce qu'il y a un télégramme ?» Il en vint un, enfin, mais qui ne faisait que tout reculer, me disant « Ces dames sont parties pour 3 jours. » Sans doute, si j'avais supporté les 4 jours qu'il y avait déjà depuis qu'elle était partie, c'était parce que je me disais « Ce n'est qu'une affaire de temps. Avant la fin de la semaine, elle sera là. » Mais cette raison n'empêchait pas que pour mon cœur, pour mon corps, l'acte à accomplir était le même. Vivre sans elle, rentrer chez moi sans la trouver,
passer devant la porte de sa chambre, l'ouvrir, je n'avais pas encore le courage. En sachant qu'elle n'y était pas, me coucher sans lui avoir dit bonsoir. Voilà les choses que mon cœur avait dû accomplir dans leur terrible intégralité, et tout de même que si je n'avais pas dû revoir Albertine. Or, qu'il l'eût accompli déjà 4 fois prouvait qu'il était maintenant capable de continuer à l'accomplir. Et bientôt peut-être la raison qui m'aidait à continuer ainsi à vivre, le prochain retour d'Albertine. Je cesserai d'en avoir besoin, je pourrais me dire « Elle ne reviendra jamais » et vivre tout de même comme j'avais déjà fait pendant 4 jours, comme un blessé qui a repris l'habitude de la marche et peut se passer de ses béquilles. Sans doute, le soir, en rentrant, je trouvais encore m'ôtant la respiration, m'étouffant du vide de la solitude, les souvenirs juxtaposés en une interminable série de tous les soirs où Albertine m'attendait. Mais déjà, je trouvais ainsi le souvenir de la veille, de l'avant-veille et des 2 soirs précédents, c'est-à-dire le souvenir des 4 soirs écoulés depuis le départ d'Albertine, pendant lesquels j'étais restée sans elle, seule, où cependant j'avais vécu 4 soirs déjà, faisant une bande de souvenirs bien mince à côté de l'autre, mais que chaque jour qui s'écoulerait allait peut-être étoffer. Je ne dirai rien de la lettre de déclaration que je reçus à ce moment-là d'une nièce de Madame de Guermantes qui passait pour la plus jolie jeune fille de Paris, ni de la démarche que fit auprès de moi le duc de Guermantes, de la part des parents résignés pour le bonheur de leur fille, à l'inégalité du parti, à une semblable mésalliance. De tels incidents, qui pourraient être sensibles à l'amour-propre, sont trop douloureux quand on aime. On aurait le désir, et on n'aurait pas l'indélicatesse de les faire connaître à celle qui porte sur nous un jugement moins favorable, qui ne serait du reste pas modifié si elle apprenait qu'on peut être l'objet d'un tout différent. Ce que m'écrivait la nièce du duc n'eût pu qu'impatienter Albertine. Comme depuis le moment où j'étais éveillée et où je reprenais mon chagrin à l'endroit où j'en étais restée avant de m'endormir, comme un livre, un instant fermé et qui ne me quitterait plus jusqu'au soir, ce ne pouvait jamais être qu'à une pensée concernant Albertine que venait se raccorder pour moi toute sensation, qu'elle me vînt du dehors ou du dedans. On sonnait, c'était une lettre d'elle. C'est elle-même peut-être. Si je me sentais bien portant, pas trop malheureux, je n'étais plus jaloux, je n'avais plus de grief contre elle, j'aurais voulu vite la revoir, l'embrasser, passer gaiement toute ma vie avec elle. Lui télégraphier, venez vite, me semblait devenu une chose toute simple, comme si mon humeur nouvelle avait changé non pas seulement mes dispositions, mais les choses hors de moi, les avait rendues plus faciles. Si j'étais d'humeur sombre, toutes mes colères contre elle renaissaient, je n'avais plus envie de l'embrasser, je sentais l'impossibilité d'être jamais heureux par elle, je ne voulais plus que lui faire du mal et l'empêcher d'appartenir aux autres. Mais de ces 2 humeurs opposées, le résultat était identique. Il fallait qu'elle revînt au plus tôt. Et pourtant, quelque joie que put me donner au moment même ce retour. Je sentais que bientôt les mêmes difficultés se présenteraient et que la recherche du bonheur dans la satisfaction du désir moral était quelque chose d'aussi naïf que l'entreprise d'atteindre l'horizon en marchant devant soi. Plus le désir avance, plus la possession véritable s'éloigne. De sorte que si le bonheur, ou du moins l'absence de souffrance peut être trouvée, ce n'est pas la satisfaction, mais la réduction progressive, l'extinction finale du désir qu'il faut chercher. On cherche à voir ce qu'on aime,
on devrait chercher à ne pas le voir. L'oubli seul finit par ramener l'extinction du désir. Et j'imagine que si un écrivain émettait des vérités de ce genre, il dédierait le livre qui les contiendrait à une femme dont il se plairait ainsi à se rapprocher, lui disant « Ce livre est le tien ». Et ainsi, disant des vérités dans son livre, il mentirait dans sa dédicace. Car il ne tiendra à ce que le livre soit à cette femme que comme à cette pierre qui vient d'elle et qui ne lui sera chère qu'autant qu'il aimera la femme. Les liens entre un être et nous n'existent que dans notre pensée. La mémoire, en s'affaiblissant, les relâche, et malgré l'illusion dont nous voudrions être dupes et dont par amour, par amitié, par politesse, par respect humain, par devoir, nous dupons les autres, nous existons seuls. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et en disant le contraire, ment. Et j'aurais eu si peur, si on avait été capable de le faire, qu'on m'ôtât ce besoin d'elle, cet amour d'elle, que je me persuadais qu'il était précieux pour ma vie. Pouvoir entendre prononcer sans charme et sans souffrance les noms des stations par où le train passait pour aller en Touraine m'eût semblé une diminution de moi-même, simplement au fond parce que cela eût prouvé qu'Albertine me devenait indifférente. Il était bien, me disais-je, qu'en me demandant sans cesse ce qu'elle pouvait faire, penser, vouloir à chaque instant, si elle comptait, si elle allait revenir, je tinsse ouverte cette porte de communication que l'amour avait pratiquée en moi, et sentisse la vie d'une autre submerger par des écluses ouvertes le réservoir qui n'aurait pas voulu redevenir stagnant. Bientôt, le silence de Saint-Loup se prolongeant, une anxiété secondaire, l'attente d'un nouveau télégramme, d'un téléphonage de Saint-Loup, masqua la première, l'inquiétude du résultat, savoir si Albertine reviendrait. Épier chaque bruit dans l'attente d'un télégramme me devenait si intolérable qu'il me semblait que, quel qu'il fût, l'arrivée de ce télégramme, qui était la seule chose à laquelle je pensais maintenant, mettrait fin à mes souffrances. Mais quand j'eus reçu enfin un télégramme de Robert, où il me disait qu'il avait vu Madame Bontemps, mais malgré toutes ces précautions avait été vue par Albertine, que cela avait fait tout manquer. J'éclatais de fureur et de désespoir, car c'était là ce que j'avais voulu avant tout éviter. Connu d'Albertine, le voyage de Saint-Loup me donnait un air de tenir à elle qui ne pouvait que l'empêcher de revenir, et dont l'horreur d'ailleurs était tout ce que j'avais gardé de la fierté que mon amour avait au temps de Gilberte et qu'il avait perdue. Je maudissais Robert. Puis me dit que si ce moyen avait échoué, j'en prendrais un autre. Puisque l'homme peut agir sur le monde extérieur, comment, en faisant jouer la ruse, l'intelligence, l'intérêt, l'affection, n'arriverais-je pas à supprimer cette chose atroce, l'absence d'Albertine? On croit que selon son désir on changera autour de soi les choses. On le croit parce que, hors de là, on ne voit aucune solution favorable. On ne pense pas à celle qui se produit le plus souvent et qui est favorable aussi. Nous n'arrivons pas à changer les choses selon notre désir, mais peu à peu, notre désir change. La situation que nous espérions changer parce qu'elle nous était insupportable nous devient indifférente. Nous n'avons pas pu supporter l'obstacle comme nous le voulions absolument, mais la vie nous l'a fait tourner, dépasser. Et c'est à peine alors si en nous retournant vers le lointain du passé, nous pouvons l'apercevoir, tant il est devenu imperceptible.
J'entendis à l'étage au-dessus d'une autre des airs joués par une voisine. J'appliquai leurs paroles que je connaissais à Albertine et à moi, et je fus remplie d'un sentiment si profond que je me mis à pleurer. C'était « Hélas, l'oiseau qui fuit ce qu'il croit l'esclavage, d'un vol désespéré revient battre au vitrage. » Et la mort de Manon, Manon, réponds-moi donc, seul amour de mon âme. Je n'ai su qu'aujourd'hui la bonté de ton cœur. Puisque Manon revenait à Descrieux, il me semblait que j'étais pour Albertine le seul amour de sa vie. Hélas, il est probable que si elle avait entendu en ce moment le même air, ce n'eût pas été moi qu'elle eût chéri sous le nom de Descrieux. Et si elle en avait eu seulement l'idée, mon souvenir l'eût empêché de s'attendrir en écoutant cette musique, qui rentrait pourtant bien, quoique mieux écrite et plus fine, dans le genre de celle qu'elle aimait. Pour moi, je n'eus pas le courage de m'abandonner à la douceur, de penser qu'Albertine m'appelait « seul amour de mon âme », et avait reconnu qu'elle s'était méprise sur ce qu'elle avait cru l'esclavage. Je savais qu'on ne peut lire un roman sans donner à l'héroïne les traits de celle qu'on aime. Mais le dénouement a beau en être heureux, notre amour n'a pas fait un pas de plus. Et quand nous avons fermé le livre, celle que nous aimons et qui est enfin venue à nous dans le roman ne nous aime pas davantage dans la vie. Furieux, je télégraphiai à Saint-Loup de revenir au plus vite à Paris pour éviter au moins l'apparence de mettre une insistance aggravante dans une démarche que j'aurais tant voulu cacher. Mais avant même qu'il fût revenu selon mes instructions, c'est d'Albertine elle-même que je reçus cette lettre. « Mon ami, vous avez envoyé votre ami Saint-Loup à ma tante, ce qui était insensé. Mon cher ami, si vous aviez besoin de moi, pourquoi ne pas m'avoir écrit directement? J'aurais été trop heureuse de revenir. Ne recommencez plus ces démarches absurdes. » J'aurais été trop heureuse de revenir. Si elle disait cela, c'est donc qu'elle regrettait d'être partie, qu'elle ne cherchait qu'un prétexte pour revenir. Donc je n'avais qu'à faire ce qu'elle me disait, à lui écrire que j'avais besoin d'elle et elle reviendrait. J'allais donc la revoir, elle, l'Albertine de Balbec, car depuis son départ, elle était redevenue pour moi. Comme un coquillage auquel on ne fait plus attention quand on l'a toujours sur sa commode, une fois qu'on s'est séparé pour le donner, ou l'ayant perdu, ou qu'on pense à lui, ce qu'on ne faisait plus, elle me rappelait toute la beauté joyeuse des montagnes bleues de la mer. Et ce n'est pas seulement elle qui était devenue un être d'imagination, c'est-à-dire désirable, mais la vie avec elle qui était devenue une vie imaginaire, c'est-à-dire affranchie de toute difficulté, de sorte que je me disais « comme nous allons être heureux ». Mais du moment que j'avais l'assurance de ce retour, il ne fallait pas avoir l'air de le hâter, mais au contraire effacer le mauvais effet de la démarche de Saint-Loup que je pourrais toujours plus tard désavouer en disant qu'il avait agi de lui-même parce qu'il avait toujours été partisan de ce mariage. Cependant, je relisais sa lettre et j'étais tout de même déçue du peu qu'il y a d'une personne dans une lettre. Sans doute les caractères tracés expriment notre pensée, ce que font aussi nos traits. C'est toujours en présence d'une pensée que nous nous trouvons. Mais tout de même, dans la personne, la pensée ne nous apparaît qu'après s'être diffusée dans cette corolle du visage épanouie comme un nymphéa. Cela la modifie tout de même beaucoup.
Et c'est peut-être une des causes de nos perpétuelles déceptions en amour, que ces perpétuelles déviations qui font qu'à l'attente de l'être idéal que nous aimons, chaque rendez-vous nous apporte en réponse une personne de chair qui tient déjà si peu de notre rêve. Et puis, quand nous réclamons quelque chose de cette personne, nous recevons d'elle une lettre, ou même de la personne il reste très peu. Comme dans les lettres de l'algèbre, il ne reste plus la détermination des chiffres de l'arithmétique, lesquels déjà ne contiennent plus les qualités des fruits ou des fleurs additionnées. Et pourtant l'amour, l'être aimé, ces lettres, sont peut-être tout de même des traductions, si insatisfaisant qu'il soit de passer de l'un à l'autre, de la même réalité, puisque la lettre ne nous semble insuffisante qu'en la lisons, mais que nous suons mort et passion tant qu'elle n'arrive pas, et qu'elle suffit à calmer notre angoisse, sinon à remplir avec ces petits signes noirs notre désir qui sait qu'il n'y a là tout de même que l'équivalence d'une parole, d'un sourire, d'un baiser, non ces choses même. J'écrivis à Albertine. Mon amie, j'allais justement vous écrire, et je vous remercie de me dire que si j'avais eu besoin de vous, vous seriez accouru. C'est bien de votre part de comprendre d'une façon aussi élevée le dévouement à un ancien ami, et mon estime pour vous ne veut qu'en être accrue. Mais non, je ne vous l'avais pas demandé. Et ne vous le demanderai pas. Nous revoir au moins d'ici bien longtemps ne vous serait peut-être pas pénible, jeune fille insensible. À moi que vous avez cru parfois si indifférent, cela le serait beaucoup. La vie nous a séparés. Vous avez pris une décision que je crois très sage, et que vous avez prise au moment voulu, avec un pressentiment merveilleux, car vous êtes parti le jour où je venais de recevoir l'assentiment de ma mère à demander votre main. Je vous l'aurais dit à mon réveil, quand j'ai eu sa lettre, en même temps que la vôtre. Peut-être auriez-vous eu peur de me faire de la peine en partant là-dessus. Et nous aurions peut-être lié nos vies par ce qui aurait été pour nous, qui sait, le pire malheur. Si cela avait dû être, soyez bénis pour votre sagesse. Nous en perdrions tout le fruit en nous revoyant. Ce n'est pas que ce ne serait pas pour moi une tentation, mais je n'ai pas grand mérite à y résister. Vous savez l'être inconstant que je suis et comme j'oublie vite. Vous me l'avez dit souvent, je suis surtout un homme d'habitude. Celles que je commence à prendre sans vous ne sont pas encore bien fortes. Évidemment, en ce moment, celles que j'avais avec vous et que votre départ a troublées sont encore les plus fortes. Elles ne le seront plus bientôt longtemps. Même à cause de cela, j'avais pensé à profiter de ces quelques derniers jours où nous voir ne serait pas encore pour moi ce que ce sera dans une quinzaine. Plutôt peut-être, pardonnez-moi ma franchise, un dérangement. J'avais pensé à en profiter avant l'oubli final pour régler avec vous de petites questions matérielles où vous auriez pu, bonne et charmante amie, rendre service à celui qui s'est cru 5 minutes votre fiancé. Comme je ne doutais pas de l'approbation de ma mère, comme d'autre part je désirais que nous ayons chacun toute cette liberté dont vous m'aviez trop gentiment et abondamment fait un sacrifice, qui se pouvait admettre pour une vie en commun de quelques semaines, mais qui serait devenu aussi odieux à vous qu'à moi maintenant que nous devions passer toute une vie ensemble. Cela me fait presque de la peine en vous écrivant de penser que cela a failli être, qu'il s'en est fallu de quelques secondes. J'avais pensé à organiser notre existence de la façon la plus indépendante possible, et pour commencer, j'avais voulu que vous eussiez ce yacht où vous auriez pu voyager pendant que, trop souffrant, je vous eusse attendu au port,
J'avais écrit à Elstir pour lui demander conseil, comme vous aimez son goût. Et pour la terre, j'avais voulu que vous eussiez votre automobile à vous, rien qu'à vous, dans laquelle vous sortiriez, vous voyageriez à votre fantaisie. Le yacht était déjà presque prêt, il s'appelait selon votre désir exprimé à Balbec, le Cygne. Et me rappelant que vous préfériez à toutes les autres les voitures Rolls, j'en avais commandé une. Or maintenant que nous ne nous verrons plus jamais, comme je n'espère pas vous faire accepter le bateau ni la voiture, pour moi il ne pourrait servir à rien, j'avais pensé, comme je les avais commandés à un intermédiaire, mais en donnant votre nom, que vous pourriez peut-être, en les décommandant, vous, m'éviter le yacht et cette voiture devenue inutile. Mais pour cela et pour bien d'autres choses, il aurait fallu causer. Or, je trouve que, tant que je suis susceptible de vous réaimer, ce qui ne durera plus longtemps, il serait fou pour un bateau à voile et une Rolls-Royce de nous voir et de jouer le bonheur de votre vie, puisque vous estimez qu'il est de vivre loin de moi. Non. Je préfère garder la Rolls et même le yacht, et comme je ne me servirai pas d'eux et qu'ils ont chance de rester toujours l'un au port des armées et l'autre à l'écurie, je ferai graver sur le... Mon Dieu, je n'ose pas mettre un nom de pièce inexact et commettre une hérésie qui vous choquerait. Du yacht, ces vers de Mallarmé que vous aimiez. Un signe d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique mais qui sans espoir se délivre, pour n'avoir pas chanté la région où vivre, quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Vous vous rappelez? C'est le poème qui commence par le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Hélas, aujourd'hui n'est plus ni vierge ni beau. Mais ceux qui, comme moi, savent qu'ils en feront bien vite un demain supportable, ne sont guère supportables. Quant à la Rolls, elle eût mérité plutôt ces autres vers du même poète que vous disiez ne pouvoir comprendre. Dis si je ne suis pas joyeux, tonnerre et rubis au moyeu, de voir en l'air que ce feu troue avec des royaumes épars, comme mourir pourpre la roue du sol vespéral de mes chars. Adieu pour toujours, ma petite Albertine, et merci encore de la bonne promenade que nous fîmes ensemble la veille de notre séparation, j'en garde un bien bon souvenir. PS, je ne réponds pas à ce que vous me dites de prétendues propositions que Saint-Loup, que je ne crois d'ailleurs nullement en Touraine, que Saint-Loup aurait faites à votre tante, c'est du Sherlock Holmes, quelle idée vous faites-vous de moi? Sans doute. De même que j'avais dit autrefois à Albertine, je ne vous aime pas pour qu'elle m'aimât. J'oublie quand je ne vois pas les gens pour qu'elle me vit très souvent. J'ai décidé de vous quitter pour prévenir toute idée de séparation. Maintenant, c'était parce que je voulais absolument qu'elle revînt dans les 8 jours que je lui disais adieu pour toujours. C'est parce que je voulais la revoir que je lui disais « Je trouverais dangereux de vous voir ». C'est parce que vivre séparé d'elle me semblait pire que la mort que je lui écrivais « Vous avez eu raison, nous serions malheureux ensemble ». Hélas, cette lettre feinte en l'écrivant pour avoir l'air de ne pas tenir à elle et aussi pour la douceur de dire certaines choses qui ne pouvaient émouvoir que moi et non elle, j'aurais dû d'abord prévoir qu'il était possible qu'elle eût pour effet une réponse négative, c'est-à-dire consacrant ce que je disais, qu'il était même probable que ce serait, car Albertine, eût-elle été moins intelligente qu'elle n'était, elle n'eût pas douté un instant que ce que je disais était faux. Sans s'arrêter en effet aux intentions que j'énonçais dans cette lettre, le seul fait que je l'écrivisse, n'eût-il même pas succédé à la démarche de Saint-Loup, suffisait pour lui prouver que je désirais qu'elle revînt.
et pour lui conseiller de me laisser m'enferrer dans l'hameçon de plus en plus. Puis, après avoir prévu la possibilité d'une réponse négative, j'aurais dû toujours prévoir que brusquement cette réponse me rendrait dans sa plus extrême vivacité mon amour pour Albertine. Et j'aurais dû toujours, avant d'envoyer ma lettre, me demander si, au cas où Albertine répondrait sur le même ton et ne voudrait pas revenir, je serais assez maître de ma douleur pour me forcer à rester silencieux, à ne pas lui télégraphier « revenez » ou à ne pas lui envoyer quelque autre émissaire, ce qui, après lui avoir écrit que nous ne nous reverrions pas, était lui montrer avec la dernière évidence que je ne pouvais me passer d'elle, et aboutirait à ce qu'elle refusât plus énergiquement encore, à ce que, ne pouvant plus supporter mon angoisse, je partisse chez elle, qui sait, et peut-être à ce que je n'y fusse pas reçue. Et sans doute c'eût été, après 3 énormes maladresses, la pire de toutes, après laquelle il n'y avait plus qu'à me tuer devant sa maison. Mais la manière désastreuse dont est construit l'univers psychopathologique veut que l'acte maladroit, l'acte qu'il faudrait avant tout éviter, soit justement l'acte calmant, l'acte qui, ouvrant pour nous, jusqu'à ce que nous en sachions le résultat de nouvelles perspectives d'espérance, nous débarrasse momentanément de la douleur intolérable que le refus a fait naître en nous. De sorte que quand la douleur est trop forte, nous nous précipitons dans la maladresse qui consiste à écrire, à faire prier par quelqu'un, à aller voir, à prouver qu'on ne peut se passer de celle qu'on aime. Mais je ne prévis rien de tout cela. Le résultat de cette lettre m'apparaissait être au contraire de faire revenir Albertine au plus vite. Aussi, en pensant à ce résultat, avais-je eu une grande douceur à l'écrire. Mais en même temps, je n'avais cessé en écrivant de pleurer. D'abord, un peu de la même manière que le jour où j'avais joué la fausse séparation, parce que ces mots, me représentant l'idée qu'il m'exprimait, quoiqu'ils tendissent à un but contraire, prononcés mensongèrement pour ne pas, par fierté, avouer que j'aimais. Ils portaient en eux leur tristesse. Mais aussi parce que je sentais que cette idée avait de la vérité. Le résultat de cette lettre me paraissant certain, je regrettais de l'avoir envoyée. Car en me représentant le retour en somme si aisé d'Albertine, brusquement toutes les raisons qui rendaient notre mariage une chose mauvaise pour moi revinrent avec toute leur force. J'espérais qu'elle refuserait de revenir. J'étais en train de calculer que ma liberté et tout l'avenir de ma vie étaient suspendus à son refus, que j'avais fait une folie d'écrire, que j'aurais dû reprendre ma lettre, hélas partie. Quand Françoise, en me donnant aussi le journal qu'elle venait de monter, me la rapporta. Elle ne savait pas avec combien de timbres elle devait la franchir. Mais aussitôt je changeai d'avis. Je souhaitais qu'Albertine ne revînt pas. Mais je voulais que cette décision vînt d'elle pour mettre fin à mon anxiété, et je résolus de rendre la lettre à Françoise. J'ouvris le journal. Il annonçait une représentation de la Berma. Alors je me souvins de 2 façons différentes dont j'avais écouté Phèdre, et ce fut maintenant d'une 3e que je pensais à la scène de la déclaration. Il me semblait que ce que je m'étais si souvent récité à moi-même et que j'avais écouté au théâtre, c'était l'énoncé des lois
que je devais expérimenter dans ma vie. Il y a dans notre âme des choses auxquelles nous ne savons pas combien nous tenons. Ou bien si nous vivons sans elles, c'est parce que nous remettons de jour en jour par peur d'échouer ou de souffrir, d'entrer en leur possession. C'est ce qui m'était arrivé pour Gilberte quand j'avais cru renoncer à elle. Qu'avant le moment où nous sommes tout à fait détachés de ces choses, moment bien postérieur à celui où nous nous en croyons détachés, la jeune fille que nous aimons, par exemple, se fiance. Nous sommes fous. Nous ne pouvons plus supporter la vie qui nous paraissait si mélancoliquement calme. Ou bien, si la chose est en notre possession, nous croyons qu'elle nous est à charge, que nous nous en déferions volontiers. C'est ce qui m'était arrivé pour Albertine. Mais que par un départ l'être indifférent nous soit retiré, et nous ne pouvons plus vivre. Or, l'argument de Phèdre ne réunissait-il pas les deux cas? Hippolyte va partir. Phèdre, qui jusque-là a pris soin de s'offrir à son inimitié par scrupule, dit-elle, ou plutôt lui fait dire le poète, parce qu'elle ne le voit pas à quoi cela arriverait, et qu'elle ne se sent pas aimée. Phèdre n'y tient plus. Elle vient de lui avouer son amour, et c'est la scène que je m'étais si souvent récitée. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous. Sans doute cette raison du départ d'Hippolyte est l'accessoire, peut-on penser, à côté de celle de la mort de Thésée. Et de même, quand quelques vers plus loin, Phèdre fait un instant semblant d'avoir été mal comprise, « Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ?» On peut croire que c'est parce qu'Hippolyte a repoussé sa déclaration. « Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux ?» Mais il n'aurait pas eu cette indignation que devant le bonheur atteint, Phèdre aurait pu avoir le même sentiment qu'il valait peu de choses. Mais dès qu'elle voit qu'il n'est pas atteint, qu'Hippolyte croit avoir mal compris et s'excuse, alors, comme moi, voulant rendre à Françoise ma lettre, elle veut que le refus vienne de lui, elle veut pousser jusqu'au bout sa chance. Ah, cruel, tu m'as trop entendu. Et il n'y a pas jusqu'aux duretés qu'on m'avait racontées de Swann envers Odette, ou de moi à l'égard d'Albertine. Duretés qui substituèrent à l'amour antérieur un nouvel amour, fait de pitié, d'attendrissement, de besoin d'effusion, et qui ne faisait que varier le premier, qui ne se trouve ainsi dans cette scène. Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. La preuve que le soin de sa gloire n'est pas ce à quoi tient le plus Phèdre, c'est qu'elle pardonnerait à Hippolyte et s'arracherait au conseil des nonnes si elle n'apprenait à ce moment qu'Hippolyte aime Aricie. Tant la jalousie, qui en amour équivaut à la perte de tout bonheur, est plus sensible que la perte de la réputation. C'est alors qu'elle laisse ces nonnes, qui n'est que le nom de la pire partie d'elle-même, calomnier Hippolyte sans se charger du soin de le défendre, et envoie ainsi celui qui ne veut pas d'elle à un destin dont les calamités ne la consolent d'ailleurs nullement elle-même, puisque sa mort volontaire suit de près la mort d'Hippolyte. C'est du moins ainsi, en réduisant la part de tous les scrupules jansénistes, comme eût dit Bergotte, que Racine a donné à Phèdre pour la faire paraître moins coupable, que m'apparaissait cette scène, sorte de prophétie des épisodes amoureux de ma propre existence. Ces réflexions n'avaient d'ailleurs rien changé à ma détermination, et je rendis ma lettre à Françoise pour qu'elle la mît enfin à la poste, afin de réaliser auprès d'Albertine cette tentative qui me paraissait indispensable depuis que j'avais appris qu'elle ne s'était pas effectuée. Et sans doute, nous avons tort de croire que l'accomplissement de notre désir soit peu de chose, puisque dès que nous croyons
qu'il peut ne pas se réaliser, nous y tenons de nouveau. Et ne trouvons qu'il ne valait pas la peine de le poursuivre que quand nous sommes bien sûrs de ne le manquer pas. Et pourtant on a raison aussi. Car si cet accomplissement, si le bonheur ne paraissent petits que par la certitude, cependant, ils sont quelque chose d'instable, d'où ne peuvent sortir que des chagrins. Et les chagrins seront d'autant plus forts que le désir aura été plus complètement accompli, plus impossible à supporter, que le bonheur aura été contre la loi de nature, quelque temps prolongé, qu'il aura reçu la consécration de l'habitude. Dans un autre sens aussi, les deux tendances, dans l'espèce celle qui me faisait tenir à ce que ma lettre partie et quand je la croyais partie à la regretter, ont l'une et l'autre en elles leur vérité. Pour la première, il est trop compréhensible que nous courions après notre bonheur ou notre malheur, et qu'en même temps nous souhaitions de placer devant nous, par cette action nouvelle, qui va commencer à dérouler ses conséquences, une attente, qui ne nous laisse pas dans le désespoir absolu. En un mot, que nous cherchions à faire passer par d'autres formes que nous nous imaginons devoir nous être moins cruels, le mal dont nous souffrons. Mais l'autre tendance n'est pas moins importante, car née de la croyance au succès de notre entreprise, elle est tout simplement le commencement anticipé de la désillusion que nous éprouverions bientôt en présence de la satisfaction du désir, le regret d'avoir fixé pour nous, aux dépens des autres qui se trouvent exclus, cette forme du bonheur. J'avais donné la lettre à Françoise en lui demandant d'aller vite la mettre à la poste. Dès que ma lettre fut partie, je conçus de nouveau le retour d'Albertine comme imminent. Il ne laissait pas de mettre dans ma pensée de gracieuses images qui neutralisaient bien un peu par leur douceur les dangers que je voyais à ce retour. La douceur perdue depuis si longtemps, de l'avoir auprès de moi m'enivrait. Le temps passe, et peu à peu, tout ce qu'on disait par mensonge devient vrai. Je l'avais trop expérimenté avec Gilberte. L'indifférence que j'avais feinte, quand je ne cessais de sangloter, avait fini par se réaliser. Peu à peu, la vie, comme je le disais à Gilberte, en une formule mensongère, et qui rétrospectivement était devenue vraie, la vie nous avait séparés. Je me le rappelais. Je me disais, si Albertine laisse passer quelques mois, mes mensonges deviendront une vérité. Et maintenant que le plus dur est passé, ne serait-il pas à souhaiter qu'elle laissât passer ce mois? Si elle revient, je renoncerai à la vie véritable que, certes, je ne suis pas en état de goûter encore, mais qui progressivement pourra commencer à présenter pour moi des charmes, tandis que le souvenir d'Albertine ira en s'affaiblissant. J'ai dit que l'oubli commençait à faire son œuvre. Mais un des effets de l'oubli était précisément en faisant que beaucoup des aspects déplaisants d'Albertine, des heures ennuyeuses que je passais avec elle, ne se représentaient plus à ma mémoire, cessaient donc d'être des motifs à désirer qu'elle ne fût plus là, comme je le souhaitais quand elle y était encore, de me donner d'elle une image sommaire, embellie de tout ce que j'avais éprouvé d'amour pour d'autres. Sous cette forme particulière, l'oubli, qui pourtant travaillait à m'habituer à la séparation, me faisait, en me montrant Albertine, plus douce, souhaiter davantage son retour. Depuis qu'elle était partie, bien souvent,
Quand il me semblait qu'on ne pouvait pas voir que j'avais pleuré, je sonnais Françoise et je lui disais « Il faudra voir si mademoiselle Albertine n'a rien oublié. Pensez à faire sa chambre pour qu'elle soit bien en état quand elle viendra. » Ou simplement « Justement l'autre jour, mademoiselle Albertine me disait « Tenez, justement la veille de son départ. » Je voulais diminuer chez Françoise le détestable plaisir que lui causait le départ d'Albertine en lui faisant entrevoir qu'il serait court. Je voulais aussi montrer à Françoise que je ne craignais pas de parler de ce départ, le montrer, comme font certains généraux qui appellent des reculs forcés une retraite stratégique et conforme à un plan préparé, comme voulu, comme constituant un épisode dont je cachais momentanément la vraie signification, nullement comme la fin de mon amitié avec Albertine. En la nommant sans cesse, je voulais enfin faire rentrer, comme un peu d'air, quelque chose d'elle dans cette chambre où son départ avait fait le vide et où je ne respirais plus. Puis on cherche à diminuer les proportions de sa douleur en la faisant entrer dans le langage parlé, entre la commande d'un costume et des ordres pour le dîner. En faisant la chambre d'Albertine, Françoise curieuse ouvrit le tiroir d'une petite table en bois de rose où mon amie mettait les objets intimes qu'elle ne gardait pas pour dormir. « Oh, monsieur, mademoiselle Albertine a oublié de prendre ses bagues, elles sont restées dans le tiroir. » Mon premier mouvement fut de dire « il faut les lui renvoyer », mais cela avait l'air de ne pas être certain qu'elle reviendrait. « Bien, répondis-je après un instant de silence. Cela ne vaut guère la peine de les lui renvoyer pour le peu de temps qu'elle doit être absente. Donnez-les-moi, je verrai. » Françoise me les remit avec une certaine méfiance. Elle détestait Albertine, mais me jugeant d'après elle-même, elle se figurait qu'on ne pouvait me remettre une lettre écrite par mon amie sans craindre que je l'ouvrisse. Je pris les bagues. « Que monsieur y fasse attention de ne pas les perdre, dit Françoise. On peut dire qu'elles sont belles. Je ne sais pas qui les lui a données, mais si c'est monsieur ou un autre. Mais je vois bien que c'est quelqu'un de riche qui a du goût. » « Ce n'est pas moi, répondis-je à Françoise, et d'ailleurs ce n'est pas de la même personne que viennent les deux. L'une lui a été donnée par sa tante, et elle a acheté l'autre. »« Pas de la même personne, s'écria Françoise. Monsieur veut rire, elles sont pareilles, sauf le rubis qu'on a ajouté sur l'une. Il y a le même aigle sur les deux, les mêmes initiales à l'intérieur. » Je ne sais pas si Françoise sentait le mal qu'elle me faisait, mais elle commença à ébaucher un sourire qui ne quitta plus ses lèvres. « Comment le même aigle? Vous êtes folle? Sur celle qui n'a pas de rubis, il y a bien un aigle, mais sur l'autre, c'est une espèce de tête d'homme qui est ciselée. »« Une tête d'homme? Où monsieur a vu ça? Rien qu'avec mes lorgnons, j'ai tout de suite vu que c'était une des ailes de l'aigle. Que monsieur prenne sa loupe, il verra, l'autre aile sur l'autre côté, la tête et le bec au milieu. On voit chaque plume. Oh, c'est un beau travail. » L'anxieux besoin de savoir si Albertine m'avait menti me fit oublier que j'aurais dû garder quelque dignité envers Françoise et lui refuser le plaisir méchant qu'elle avait, sinon à me torturer, du moins à nuire à mon amie. Je haletais, tandis que Françoise allait chercher ma loupe. Je la pris, je demandai à Françoise de me montrer l'aigle sur la bague au rubis. Elle n'eut pas de peine à me faire reconnaître les ailes stylisées de la même façon que dans l'autre bague, le relief de chaque plume, la tête. Elle me fit remarquer aussi des inscriptions semblables auxquelles, il est vrai, d'autres étaient jointes dans la bague au rubis. Et à l'intérieur des deux, le chiffre d'Albertine. « Mais cela m'étonne que monsieur ait eu besoin de tout cela pour voir que c'était la même bague, me dit Françoise.
Même sans les regarder de près, on sent bien la même façon, la même manière de plisser l'or, la même forme. Rien qu'à les apercevoir, j'aurais juré qu'elles venaient du même endroit. Ça se reconnaît comme la cuisine d'une bonne cuisinière. Et en effet, à sa curiosité de domestique, attisée par la haine et habituée à noter des détails avec une effrayante précision, s'était joint pour l'aider dans cette expertise ce goût qu'elle avait, ce même goût en effet qu'elle montrait dans la cuisine et qu'avivait peut-être, comme je m'en étais aperçue en partant pour Balbec dans sa manière de s'habiller, sa coquetterie de femme qui a été jolie, qui a regardé les bijoux et les toilettes des autres. Je me serais trompée de boîte de médicaments et au lieu de prendre quelques cachets de Véronal un jour où je sentais que j'avais bu trop de tasses de thé, j'aurais pris autant de cachets de caféine que mon cœur n'eût pas pu battre plus violemment. Je demandai à Françoise de sortir de la chambre. J'aurais voulu voir Albertine immédiatement. À l'horreur de son mensonge, à la jalousie pour l'inconnu, s'ajoutait la douleur qu'elle se fût laissée ainsi faire des cadeaux. Je lui en faisais plus, il est vrai, mais une femme que nous entretenons ne nous semble pas une femme entretenue, tant que nous ne savons pas qu'elle l'est par d'autres. Et pourtant, puisque je n'avais cessé de dépenser pour elle tant d'argent, je l'avais prise malgré cette bassesse morale, cette bassesse, je l'avais maintenue en elle. Je l'avais peut-être accrue, peut-être créée. Puis, comme nous avons le don d'inventer des contes pour bercer notre douleur, comme nous arrivons, quand nous mourons de faim, à nous persuader qu'un inconnu va nous laisser une fortune de 100 millions, j'imaginais Albertine dans mes bras m'expliquant d'un mot que c'était à cause de la ressemblance de la fabrication qu'elle avait acheté l'autre bague, que c'était elle qui y avait fait mettre ses initiales. Mais cette explication était encore fragile. Elle n'avait pas encore eu le temps d'enfoncer dans mon esprit ses racines bienfaisantes. Et ma douleur ne pouvait être si vite apaisée. Et je songeais que tant d'hommes qui disent aux autres que leur maîtresse est bien gentille souffrent de pareilles tortures. C'est ainsi qu'ils mentent aux autres et à eux-mêmes. Ils ne mentent pas tout à fait. Ils ont avec cette femme des heures vraiment douces. Mais songez à tout ce que cette gentillesse qu'elles ont pour eux devant leurs amis et qui leur permet de se glorifier, et à tout ce que cette gentillesse qu'elles ont seules avec leurs amants et qui lui permet de les bénir, recouvre d'heures inconnues où l'amant a souffert, douté, fait partout d'inutiles recherches pour savoir la vérité. C'est à de telles souffrances qu'est liée la douceur d'aimer, de s'enchanter des propos les plus insignifiants d'une femme qu'on sait insignifiant mais qu'on parfume de son odeur. En ce moment, je ne pouvais plus me délecter à respirer par le souvenir celle d'Albertine. Atterrée, les 2 bagues à la main, je regardais cet aigle impitoyable, dont le bec me tenaillait le cœur, dont les ailes aux plumes en relief avaient emporté la confiance que je gardais dans mon ami, et sous les serres duquel mon esprit meurtri ne pouvait pas échapper un instant aux questions posées sans cesse relativement à cet inconnu, dont l'aigle symbolisait sans doute le nom, sans pourtant me le laisser lire, qu'elle avait aimé sans doute autrefois.
et qu'elle avait revu. Sans doute il n'y avait pas longtemps. Puisque c'est le jour si doux, si familial de la promenade ensemble au bois que j'avais vu pour la première fois la seconde bague. Celle où l'aigle avait l'air de tremper son bec dans la nappe de sang clair du rubis.